participé à cette exposition Enfermement ici dans le musée. Quel est le sujet de cette exposition? Alors, c'est une... force de fuite qui est en nous. Mais on nous avait comme idée de réflexion que cet enfermement pouvait avoir un caractère positif. Et effectivement, dans le cours de l'histoire, on sait combien un certain nombre de personnages se sont retirés du monde, et même parfois des communautés entières. Alors ici, nous sommes installés dans un ancien couvent, qui est le couvent des Carmélites, et des gens, des femmes, se retirer du monde pour essayer de se concentrer sur ce qu'il a resté de leur vie, ou réfléchir sur leur passé, ou encore méditer sur leur foi. Et donc, en somme, si on recherche maintenant un aspect plus laïque, disons, plus général à ce thème, on peut penser qu'il y a toutes sortes d'enfermements qui sont bénéfiques, c'est-à-dire que l'enfermement permet effectivement de mesurer ses forces, de regarder entre ce qui est soi et ce qui n'est pas soi, de faire aussi un travail sur son intérieur, et donc arriver à un effet de concentration qui est peut-être pas donné lorsqu'on se perd dans le monde. Donc c'était une expérience tout à fait intéressante que de réfléchir dès le début sur ce thème, en se disant comment je vais pouvoir me débrouiller, moi-même qui suis en pleine activité, comment je vais faire pour mesurer l'enfermement authentique qui pourrait être le mien. Et donc, dans un premier temps, on avait réfléchi avec Mojgan Mosley, puisque je travaille depuis plusieurs années en duo maintenant, et on avait conçu deux thématiques pour nous, à la fois des miroirs, parce que dans le miroir, il y a quelque chose qui se réfracte, et donc que l'on peut garder un peu à volonté, mais qui en même temps est une espèce de perte inévitable. Et puis de l'autre côté, une réflexion sur le passage du temps, et le fait qu'au fond, peut-être, les images éclatent lorsqu'on essaie de se déplacer. Et donc, on a une sorte d'étirement du temps qui se produit lorsque l'on essaie de fuir, et la réalité, en quelque sorte, tomberait en morceaux. Voilà où on en était de nos réflexions. Et puis, il s'est produit un petit événement, c'est que on était en déplacement, et quand on est arrivé, un certain nombre de collègues avaient trouvé leur place, et notre œuvre se trouvait en superposition avec d'autres images, et l'amalgame ne pouvait pas se faire. Donc, on s'est dit, tiens, voilà un autre type d'enfermement, c'est-à-dire qu'il faut nous retirer en nous-mêmes. Et alors nous avons cherché quoi faire, des dessins, ou bien blanchir les parois de verre, etc. Et puis tout d'un coup, on a réfléchi à cette force de la parole, et il est sorti de nous cette phrase, en quelque sorte, qui est non-œuvre, non-présence. Ce qui surprendra les visiteurs qui découvrent vos œuvres, ce sont ce que dit votre texte, le flottement dans l'espace, qui font que l'art est toujours je cite encore le texte qui accompagne l'exposition, que l'art est toujours un dépassement vers d'autres horizons. Si l'imagination est au rendez-vous, où est la limite entre l'ici et le là, le réel et l'imaginaire?
Alors effectivement, la question de l'œuvre qui est posée dans cette phrase que je citais tout à l'heure, donc non-œuvre, non-présence, fait immédiatement penser à la question de l'œuvre. Qu'est-ce que l'œuvre par rapport au monde? Et donc on se pose tout de suite la question de la limite, hein, c'est-à-dire où s'arrête l'œuvre et où commence le monde. Et peut-être que donc il n'est pas non plus nécessaire de faire œuvre, bien qu'on pense que les œuvres sont des phénomènes tout à fait extraordinaires. Alors évidemment, on pense aux œuvres de l'enfermement, par exemple, le cabinet de travail de Flaubert à Croisset, la chambre de Marcel Proust, etc. Mais à quoi bon? Pourquoi ne pas laisser la pensée ou le regard s'enfuir? Et donc, effectivement, la limite entre l'œuvre et non-œuvre est tout à fait extensible. On peut donc faire cohabiter peut-être l'ici et l'espace. C'est d'ailleurs la thématique du miroir. C'est pour ça que nous avons tout à fait réfléchi sur le miroir, parce que le miroir essaie de capturer des images. Et alors, nous avons produit des œuvres qui sont des miroirs câblés. C'est-à-dire le câble essaie de retenir à l'intérieur une image. Alors il la retient souvent vainement, évidemment, parce que donc une image au fond change, même lorsqu'on essaie d'en faire une icône très dure. En fait, une image s'effrite au fur et à mesure de notre avancée dans le monde, et que donc elle est toujours déjà dénoncée par ce que nous serons demain. Le pour soi, au fond, interdit un petit peu de penser l'image comme stable, parce que sinon on tomberait dans un en-soi tout à fait terrible, où nous ne serions qu'une essence et rien d'autre. Nous n'aurions plus de projet et nous serions figés irrémédiablement. Donc cette liaison entre la présence et l'absence est tout à fait inévitable et nous permet justement à nos images. Vous avez évoqué le terme pour le pour soi. Il fait partie de la philosophie de Sartre, surtout de l'être et le néant de 1943. Pourriez-vous, dans une sorte de parenthèse, expliquer rapidement les deux concepts pour soi et en soi, pour que nos lecteurs comprennent mieux ce que nous disent? En fait, c'est un vocabulaire philosophique qui remonte déjà à Hegel, n'est-ce pas? Et donc ça a été beaucoup utilisé par la philosophie dite existentielle, notamment Heidegger et Sartre. Et la partie de l'en-soi représente la partie de l'être déjà advenue, irrémédiablement choséifiée, alors que le pour soi, c'est le projet intentionnel encore ouvert, donc qui se construit au fur et à mesure de ses actions dans le monde. Voilà. Dans votre texte pour cette exposition que j'ai déjà citée, vous dites « effacement des limites de son être-œuvre », ce qui correspond encore une fois à cette mouvance dans Sartre. Pour préparer ces questions.
parce que cette phrase court sur une vingtaine de mètres sur une paroi de verre. Et donc, voilà, c'est en lisant à rebours, c'est-à-dire une visibilité difficile, parce que on lit en général de droite à gauche, mais on est obligé d'avancer à cause de l'ouverture de couloirs de verre. On est obligé d'avancer de droite à gauche, donc dans le sens inverse de la lecture. Donc cette lecture difficile engendre, voilà, une rechute dans les ceci et crée effectivement l'espace. Donc à l'intérieur de notre espace, on croyait être enfermé dans un espace vide, mais en réalité, au contraire, c'est dans cet espace que se produit un phénomène qui crée quelque chose. Les miroirs reflètent, ouvrent et donnent à voir en même temps, ce qui nous amène à parler sur l'être du miroir. Alors, effectivement, le miroir est une chose assez difficile à saisir parce que il n'est pas la réalité, il n'est pas tout à fait non plus une image dure, mais il capte quelque chose de passant et on a une fluidité à l'intérieur de ces images dans le miroir que nous poursuivons. Et donc c'est pour ça que nous avons essayé de les prendre au lasso de nos câbles pour les stabiliser. Mais donc le miroir est un phénomène tout à fait étrange parce que donc il reflète à la fois fidèlement le réel, mais en même temps il n'est pas le réel, donc il est une non-œuvre en ce sens qu'il n'est l'image dans le miroir n'est rien, c'est une absence même d'icône, enfin bon, parce qu'il n'y a pas de support matériel à proprement parler. Et alors, nous avons créé cette pièce-là, qui est un compactage des miroirs, comme ici au fond, les images pouvaient être non seulement enlacées, mais stratifiées, prises au piège à l'intérieur de cette accumulation de miroirs. Et cette accumulation se fait de deux façons. Il s'agit de 8 miroirs de chaque côté dans une espèce de faille. Et donc, entre les deux se produit ce qu'on appelle un phénomène de mise en abîme, c'est-à-dire qu'il y a une réfraction presque à l'infini de l'image de gauche sur l'image de droite avec un rapetissement. Mais la façon dont ces miroirs sont placés entraîne aussi un autre style de diffraction. Nous avons notamment un phénomène d'éventail qui se crée par un autre mécanisme concernant l'image, et donc il y a une espèce de parcellisation qui est un peu à l'inverse du kaléidoscope, c'est-à-dire qu'il y a une concentration segmentée de l'image qui apparaît par fragmentation. Voilà. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par non-œuvre, la non-présence voulue de l'œuvre? Là, il s'agit encore d'un passage et on se demande dans quelle direction, vers quel horizon. Alors justement, comme j'expliquais, cette phrase est sortie un peu ex abrupto dans un élan presque intérieur et il est très difficile de lui donner un sens. C'est-à-dire, d'abord, elle se présente, c'est pas une phrase avec un sujet, verbe, complément, mais c'est 2 mots, puis 2 mots, et dont le premier mot de chaque expression indique la négation, non-œuvre, non-présence. Alors on se demande évidemment, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'œuvre, qu'il n'y a pas de présence, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de présence
et donc il ne peut y avoir d'œuvre, enfin, etc. Il y a toutes sortes de combinaisons possibles sur lesquelles on demande aux gens de réfléchir. Je veux dire que ce genre de phrase est destiné à provoquer un ébranlement dans la pensée, et c'est en fait un processus de méditation que on connaît bien, qu'on pourrait rapprocher en Orient de ce que les gens du Zen appellent le koan. Et il y a notamment une secte zen qui s'appelle la secte Renzai, qui s'intéresse beaucoup aux paradoxes dans le langage, aux jeux de langage, et elle propose de réfléchir sur des phrases un peu insolubles, dont le sens demande à être travaillé et retravaillé et sans trouver parfois de solution. C'est-à-dire que c'est pas une énigme dont on essaierait de trouver la clé, mais au contraire quelque chose qui en fait est fait pour sortir du langage et sortir de la représentation, et donc arriver à une espèce d'intuition de la présence. Donc il faut prendre vraiment ces expressions comme un koan, et en même temps le fait qu'elles se répètent, ça renvoie à cette idée que un koan se retravaille longtemps, peut-être parfois on y réfléchit pendant 10 ans. Le maître donne cette énigme comme ça à travailler à son disciple, et donc voilà, il y a une répétition acharnée jusqu'à une sorte de ce que Barthes appelait dans l'Empire des signes l'exemption du sens, jusqu'à ce que le sens tombe, comme on dit, la dent tombe. C'est-à-dire... C'est tout un travail de recherche et d'interprétation, et nous arrivons, comme le poète se fait voyant à l'inconnu, au point où nous pouvons évoquer l'importance du signe. Alors, effectivement, on a l'impression que si on arrive à faire le vide à la fois de la présence, le vide de l'illusion de l'œuvre, on atteint cette espèce d'illumination poétique, voilà, qui était celle de Rimbaud, qui est au fond une réintégration du monde, ce qui fait que, en fait, l'enfermement, le plus grand enfermement aboutit à la maîtrise de soi, et le fait qu'il n'y ait plus d'enfermement, qu'on peut être partout, et que donc on est libéré de tous les enfermements en même temps que l'enfermement est parfaitement assumé. Donc il y a une explosion qui se produit, et donc la poésie, parce que c'est un acte poétique en fait qui s'installe à l'intérieur de l'œuvre, et cet acte poétique est un grand effet de libération. J'ai toujours, et avec Mojgan également, donc on est tout à fait sur le même combat, j'ai toujours pensé que il y avait un rapport direct entre l'art et la poésie, c'est-à-dire que l'art visuel, c'est une forme de poésie, et que on arrive à un certain moment à court-circuiter le langage pour tomber devant les choses mêmes, pour avoir ce contact avec la chose véritable, et avoir une espèce de coprésence à ce moment-là avec la chose. Et quand même, à la fin de votre texte, vous dites « on ne tatoue pas une vague ». Oui, parce que on est partout, donc il y a une fluidité fondamentale. C'est-à-dire que ce qui était le signe dur s'est effondré, et donc le regard, la présence, la pensée s'insère partout et devient une espèce de fluide qui traverse les parois de verre et toutes les parois du monde. Donc ça rejoint un certain nombre de thèmes que vous connaissez à travers notre œuvre, c'est-à-dire que l'énergie noire, dark energy, ce sont des formes de rayonnement
qui traverse les configurations de la matière, qui traverse les corps. Et donc, effectivement, c'est très difficile de tatouer quelque chose qui est aussi fluide, qui ne respecte pas donc les limites. Et donc l'art incarne le mieux le dépassement sans borne. Oui, bien sûr. L'art reste quand même une sorte de sans borne et permet justement de s'installer très facilement dans tous les enfermements, de les vivre bien en faisant le vide et en les utilisant plutôt comme des plateformes de dérive, d'envol. Et donc là reste quand même une forme adaptée aujourd'hui à ce dépassement de toutes les contraintes. Et le rapport entre l'art et la liberté, c'est cela que vous voulez montrer par vos œuvres. C'est exactement ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'art à ce moment-là est une concentration qui permet à l'esprit de se libérer totalement de toute chose. Merci beaucoup, monsieur. Merci.